Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de LCI. Bonjour Adrien. Je précise aux auditeurs de RTL que Jean-Luc Mélenchon est bien présent dans ce studio, mais que cela se fait bien sûr dans le strict respect des règles sanitaires imposées par la situation actuelle. En fin d'émission, question nette, je vous le relayerai, Jean-Luc Mélenchon, quelques-unes des questions des internautes. Vous pouvez toujours réagir en direct, hashtag le grand jury. Alors Jean-Luc Mélenchon, dans l'un de vos meetings de la campagne de 2017, vous aviez prédit un crash sanitaire. L'extrait diffusé sur les réseaux sociaux est devenu viral ces derniers jours. Jusque-là, le système tient, mais au prix notamment de transferts de malades et d'un dévouement unanimement salué des soignants dans tout le pays. Alors comment réparer un hôpital à bout de souffle? Où trouver l'argent? Nous en parlerons dans cette émission. Et puis c'est toute l'économie qui va subir un séisme inégalé depuis la crise de 1929, pire même aux États-Unis, nous dit-on. Certaines entreprises françaises sont au bord du gouffre. Laurent Vronsky de Croissance Plus en sera leur porte-parole pour notre séquence, la question en plus. Emmanuel Macron a lui promis une rupture, un vocabulaire qu'on lui connaissait peu. Comment vous, Jean-Luc Mélenchon, vous envisagez la sortie de crise? C'est l'un des sujets que nous aborderons également ensemble dans cette émission. Mais d'abord, une question sur l'attaque d'hier dans la Drôme. Elle vous est posée par Guillaume Roquette. Oui, Jean-Luc Mélenchon, cette attaque d'un réfugié soudanais a fait 2 morts et 4 blessés. La maire de la commune, de Romans-sur-Isère, disait ce matin « Je ne savais pas que cet homme était dans ma commune. Ce sont des associations qui l'ont installé là et ce n'est pas normal que je ne sois pas au courant. » Elle a raison. Je ne connais pas du tout le dossier. Je peux dire que c'est un crime qui est horrible, bien sûr. Voilà. Quoi dire d'autre? Je ne sais pas. C'est une fatalité d'une certaine manière, de votre point de vue. C'est une fatalité. Écoutez, on peut souhaiter toujours que les choses se passent pour le mieux. On aurait dû, par exemple, interdire cette réunion des évangélistes à Mulhouse qui a provoqué le désastre sanitaire que vous savez. Bon, il faut faire pour le mieux. Voilà. Ils n'ont pas voulu donner la mort, les évangélistes. Non, bien sûr, je fais une différence, je ne les accuse pas. J'accuse pas non plus le maire ni personne. Je dis il faut faire pour le mieux. Le maire doit savoir de quoi il parle mieux que moi. Qui suis-je pour aller lui dire ce qu'il doit faire? Alors, pour en venir au coronavirus, bien évidemment, l'Académie de médecine a estimé avant-hier que porter un masque grand public ou alternatif devait être rendu obligatoire pour les sorties pendant la période de confinement et lors de salles levées. Est-ce que vous, personnellement, Jean-Luc Mélenchon, vous avez l'intention d'en porter un? Est-ce que vous trouvez qu'on doit en porter un aujourd'hui? S'il y en a de disponibles, après qu'ils aient été distribués à tous ceux pour qui c'est une urgence vitale, eh bien j'en porterai parce que je me soumets aux consignes qui sont données. Mais on peut peut-être maintenant entrer dans les considérations qui intéressent tout le monde, c'est-à-dire pas mon cas personnel. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, au début c'était il faut tester tout le monde. Et nous avons interrogé sans cesse le gouvernement, je l'ai fait personnellement 3 ou 4 fois pendant le débat sur la loi de finances, nous étions quelques-uns dans l'hémicycle et c'était ma mission. Et j'ai dit, mais pourquoi vous n'appliquez pas cette mesure? Le Premier ministre ayant dit que ce n'était pas indispensable. Et on nous a répondu, devinez quoi? Rien. Ceux qui veulent regarder la vidéo en replay verront que j'interroge 3-4 fois, il n'y a eu aucune réponse. Maintenant, on dit il faut porter un masque, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Là, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, donc ça va donner à des gens comme nous un point d'appui pour dire mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est depuis le début, il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour savoir que des masques sont nécessaires. Je termine ma phrase. Et qu'on doit les produire. Il y a en France 3 ou 4 petites entreprises qui les produisent, elles fonctionnent à plein régime. La question n'est pas d'y voir le président de la République y pérorer, c'est de réquisitionner ce qu'il y a d'entreprises de production du textile dans notre pays pour produire des masques en très grande quantité. Et je suis sûr que les chefs d'entreprise seraient d'accord. D'ailleurs, une des entreprises qui s'est mise à en produire, qui a décidé toute seule, le patron a décidé tout seul de changer la ligne de production, il a dit « je suis d'accord » pour donner le patron et le mode d'emploi pour produire de tels masques. Ce qui est important, c'est qu'à cet instant, on tienne compte des avis et des précautions maximales et qu'on se demande, nous qui sommes un grand pays, on a quand même des moyens de production que n'ont pas d'autres, de quoi a-t-on besoin et comment on s'y prend pour répondre à la demande et pas attendre que ça se fasse tout seul en vertu de la loi du marché et je ne sais quelle sottise. Jean-Luc Mélenchon, juste une question pour comprendre ce qui doit guider de votre point de vue l'action du gouvernement. Est-ce qu'on doit écouter les scientifiques, les médecins, l'OMS, l'Académie de médecine, ou est-ce que le gouvernement doit se faire sa propre idée,
dans les discussions avec vous. Mais par la force des choses, il devra se faire sa propre idée. C'est pas le moment de faire un cours de philo. Mais la vérité est un horizon à jamais insaisissable. Et la vérité scientifique est toujours transitoire. Donc le politique doit s'entourer de conseils, doit demander, moi-même je le fais. J'appelle toutes sortes de gens pour avoir un avis. Et puis je m'aperçois qu'ils disent pas tous tout à fait la même chose. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Donc ce qui est important, c'est les principes qu'on met en œuvre. Si on croit que, comme l'a fait le gouvernement, les choses vont s'auto-réguler d'elles-mêmes parce que la santé est un marché comme un autre, eh bien on attend que ça se fasse. Et ce délai peut être mortel, même si on n'en a pas l'intention au départ. À l'inverse, si l'on croit que les solutions collectives, et je dirais collectivistes, sont les bonnes, alors on se demande de quoi on a besoin pour la sécurité maximum, et on se demande quels moyens mettre en œuvre. Et depuis le début, nous, les Insoumis, on a changé de tactique, plutôt que la tactique précédente qui était, en toutes circonstances, de la conflictualité pour produire de la conscience. Nous essayons maintenant de convaincre de causes communes. La réquisition, la nationalisation, des fois, pas tout le temps, des fois, sont des outils absolument indispensables si la France veut arriver au niveau de cadence de production dont elle a besoin, pour elle-même et pour le monde francophone. On comprend que vous ne faites pas le reproche au gouvernement d'avoir changé de doctrine, entre guillemets, sur ce sujet, c'est-à-dire de maintenant considérer, comme l'Académie de médecine, que le masque est utile, voire indispensable. Il vaut mieux qu'ils changent d'avis, puisque le précédent était calamiteux. Donc je ne vais pas leur reprocher de changer d'avis. Je ne leur fais d'ailleurs aucun reproche en particulier. Tout le monde s'en occupe assez largement. Et vous-même, les médias le faites avec... vous essayez de comprendre ce qui se passe. Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon dit alors ça, c'est pas une critique... Pour moi, c'est pas notre rôle à nous. De stock. Certains disent le gouvernement a dissimulé l'absence de stock en affirmant que les masques n'étaient pas nécessaires. Voilà. Oui, c'est pas la seule. À un moment donné, les masques n'étaient pas nécessaires, c'était les tests qui n'étaient pas nécessaires. Si on les écoutait bien, rien n'était nécessaire. Quel est le pari qu'ils ont fait au départ? Disons les choses comme elles sont. Ils ont fait le pari qu'il y aurait une auto-vaccination de masse de la population qui se produirait et que les cas extrêmes, dont on pensait qu'ils seraient peu nombreux, iraient se faire soigner en réanimation et qu'avec 4500 ou 5000 places, on y arriverait. C'était ça leur raisonnement. Ils ont commis une erreur et perdu un temps décisif. Mais quand je dis perdu un temps, c'est qu'il faut se rendre compte que selon le syndicat CGT des douanes, qui est quand même le mieux placé pour savoir ce qui se passe, et solitude, pas un masque n'est arrivé entre décembre et mars. C'est-à-dire qu'ils ont compté que les choses se feraient parce qu'une décision ministérielle pour faire des économies avait dit que c'était chaque entreprise qui devait s'occuper d'avoir des masques du type le plus efficace. Voilà comment tout ça est parti. Alors maintenant, ils changent d'avis. Alors je leur dis, il est encore temps de prendre... Moi, j'ai déposé avec mes amis, les députés insoumis, on a déposé quelques projets de loi, là, à l'instant, qui sont destinés, si vous voulez, à, en quelque sorte, provoquer un sursaut, peut-être, du gouvernement. Il faut nationaliser les deux entreprises qui peuvent nous rendre service et qui vont fermer. Famar, qui fabrique des médicaments, et Luxfer, qui fabrique des bouteilles d'oxygène extrêmement performantes, d'oxygène médical. Et puis, il faut des décisions de réquisition. Vous savez, j'en ai parlé avec des responsables patronaux. Pour ne pas leur nuire, je ne les nommerai pas. Mais aucun d'entre eux n'est effarouché par ça. Est-ce que vous avez remarqué que M. Roux de Bézieux lui-même a dit que la nationalisation, c'était pas un grand mot? En effet, Luxfer, il n'y a pas d'acquéreur. M. Roux de Bézieux, président du MEDEF, s'est aussi félicité que les entreprises, par exemple du textile, d'elles-mêmes changent leur production, produisent des masques, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la solution collectiviste dont vous avez parlé il y a quelques instants. Alors, tant mieux qu'il l'ait fait, et je veux les féliciter de l'avoir fait. Nous ne sommes pas dans un processus actuel absurde de guerre civile. Nous sommes dans un intérêt commun qu'il faut désigner et des moyens à mettre en œuvre. Il y a des patrons du textile qui ont décidé de faire ces productions, bravo, chapeau bas, devant leurs décisions. Si on avait pris l'avis des salariés, ça aurait déjà démarré depuis plus longtemps. Mais peu importe. Et il y a tout le reste, il y a quand même plus d'une centaine d'entreprises. Et c'est la planification qui permet à chacun de savoir où il en est. Un patron d'une entreprise va se dire « j'aide au bien commun ». Mais il va se dire comme vous, comme moi, comme tout le monde. Ouais, mais dis donc, il faudrait peut-être que les autres en fassent autant. Il ne va pas faire des choses qui, à la fin, lui porteraient plus préjudice que de ne rien faire. Donc c'est l'organisation collective. Organiser cette planification de l'ensemble de la chaîne de production. Mais oui, mais alors là, il paraît que vous allez voir comment j'ai pris le problème. Comme j'ai compris qu'il le ressentait, le gouvernement, comme une mise en cause, une attaque et tout ça, vous avez vu comment, avec une inélégance qui ne m'est pas coutumière, le Premier ministre m'a répondu à la commission d'évaluation quand
j'ai dit nationalisation, acquisition, il m'a dit oui, monsieur Mélenchon. Enfin bon, bref, c'est tout juste, il ne m'accusait pas d'être un nostalgique de je sais pas quoi, de la Chine communiste. Mais après tout, ça marche pas si mal que ça. Mais bon, on ne sait pas de quoi. Mais c'est pas sérieux. Le fond de l'affaire est que, dans le moment, ce sont les besoins non idéologiques dont on a besoin, la planification. C'est pour ça que j'ai pris la question par le bout du confinement. Je me suis dit, cette affaire, au moins, ils ne le verront pas comme une attaque. Et on a dit, parlons du déconfinement dès maintenant. Pourquoi ? Parce que parler du déconfinement en disant aux gens qu'ils doivent rester confinés, hein. Mais attention, c'est pas trop tôt, je suis pas en train d'annoncer... Oui, mais vous avez vu Martin Hirsch qui dit ce matin de la PHP, attention, eh bien, les gens ne respectent plus. Est-ce que c'est pas trop tôt de parler de déconfinement ? Bon, d'abord, il faut surtout, rappelons-nous d'une règle. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Ne les prenez pas pour des enfants. Ce sont des gens qui réfléchissent, les adultes, notre peuple. Ce qui les trouble plus, c'est les incohérences des décisions de l'État. Ça, oui, ça les trouble. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans ? Sur le confinement, il y a des incohérences. Quand je propose d'aborder la question du déconfinement, et je crois que j'ai été entendu, je l'ai fait avec mes amis, on a fait une tribune commune pour y donner du poids. Tous les parlementaires insoumis d'un seul coup, ceux de l'Europe comme ceux de la nation. On a fait une tribune qui s'appelle comme ça, pour leur dire, le déconfinement, c'est encore plus compliqué que le confinement. Vous devez organiser dès maintenant les tests pour savoir qui peut être déconfiné ou pas. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont malades, parce qu'ils ne peuvent pas rester avec les gens déconfinés. Il faut donc les héberger ailleurs, il faut planifier ça. Mais vous voyez le résultat, Jean-Luc Mélenchon. Le résultat, c'est que les gens se disent, si on parle de déconfinement, c'est presque fini. Bon. Et ce matin, il fait beau, il y a beaucoup de gens dans les rues. D'accord, vous pensez que je suis responsable de la sortie des gens dans les rues ? Non, je demande s'il n'est pas trop tôt de parler de déconfinement, vous ou le gouvernement ou le Premier ministre. Mais si on ne le fait pas, ils ne prépareront rien, ils n'ont rien préparé pour l'entrée dans la crise, ils ne prépareront rien pour en sortir. Là, ils ont décidé de nommer quelqu'un. Bravo, c'est bien. C'est un ancien secrétaire général de l'Élysée, M. Sarkozy. Donc je pense que c'est un homme qui a fait ses preuves dans les technostructures de l'État. Il va organiser ça et il va découvrir lui-même qu'il faut planifier. Parce que quand cet homme va vous dire, il va prendre la responsabilité personnelle, c'est pas rien. Et par les temps qui courent, il vaut mieux mesurer ce qu'on dit soi-même. Eh bien, cet homme va devoir s'apercevoir qu'il va devoir prévoir des masques pour ceux qui sortiront, où on héberge les gens, qui est-ce qu'on teste, qui est-ce qu'on fait des personnes contaminées. Vous avez déjà des éléments de réponse aux questions que vous présentez. Est-ce que vous imaginez déjà le déconfinement tel qu'il vous paraîtrait devoir être Je sais comment on pourrait prendre les questions, mais je ne dispose pas des moyens d'État, je n'ai pas la technostructure qui me permet de décider. Si j'en disposais, oui, je le ferais. Dès qu'on m'a signalé une entreprise qui peut produire telle ou telle chose, je l'ai tout de suite dit. J'ai tout de suite proposé. Et je ne comprends pas qu'on ne nationalise pas. Je prends l'exemple de Luxfer, parce que je trouve que c'est vraiment un symptôme de l'idéologie à la place de la réflexion concrète. Voilà une entreprise qui coûte 0 €. Qui est possédée parce qu'elle ne vaut rien pour la raison que le sol est complètement contaminé et que le premier acheteur devra décontaminer. Deuxièmement, c'est un actionnaire étranger qui n'en a rien à faire, puisque c'est une espèce de fonds de pension qui s'occupe de ça et qui n'a fermé l'usine Luxfer que pour faire monter les cours des autres usines comparables qu'il a sur le plan mondial. Il y a au total peut-être 6 usines dans le monde qui sait faire ça. Une seule qui sait le faire avec des bouteilles ultra légères, la nôtre. Qu'est-ce que ça coûte de le nationaliser ? Alors, il y en a pour 3 ou 4 semaines, mais les gars ont dit, j'ai appelé le secrétaire de la section CGT de l'entreprise. Je lui ai dit, mais c'est pas tout de dire qu'il faut nationaliser. Qui est-ce qui va faire tourner ça ? J'étais ministre de l'enseignement professionnel, je sais très bien qu'il faut qu'avoir les qualifications, sinon il n'y a pas une machine qui tourne. Et cet homme m'a répondu, mais nous on est prêts à y aller tout de suite. On est déjà 70 inscrits, prêts à faire tourner, à mettre en route l'usine. Là, on est en train de perdre du temps, parce que dans quelques semaines, vous allez vous apercevoir qu'il y a un problème d'oxygène médical, parce qu'aujourd'hui, c'est Air Liquide qui produit ça. Il y a un consortium qui s'est créé quasi spontanément, mais Air Liquide est habitué à approvisionner des bouteilles qui ne sont pas celles de Luxfer. Donc, il y a toutes sortes de connexions entre les... Pardon, j'entre dans de la technique très précise, mais je réponds à votre question. Oui, vous m'avez dit, est-ce que vous avez des réponses concrètes ? Eh bien, quand je connais le problème, oui, j'essaye de les trouver. Est-ce que le Parlement doit être officiellement, solennellement consulté sur la stratégie de déconfinement, peut-être par un vote d'une loi ou par un procédure législative ? Non, nous ne sommes consultés sur rien du tout. Est-ce que vous devriez je peux l'admettre, j'en fais pas une affaire d'amour-propre. Il y a sans doute des gens beaucoup plus techniquement... Mais il y a un échange avec les représentants des partis politiques pas plus tard que jeudi matin. Oui. Bah, ce sont des réunions, on vient à 30, 40, on a un tour de parole. Alors la dernière fois, la commission d'évaluation, là, d'information, nous avons entendu le président de l'Assemblée, le Premier ministre, le ministre de la Santé, 5 orateurs des commissions, et 2 heures plus tard, j'ai été heureux d'avoir la parole 2 minutes.
pour poser une question à laquelle il a été répondu sur un mode très politicien. Donc je comprends qu'on fasse tout ça, c'est pas mal. Ça c'est montre du cirque pour vous. Oui, ça montre qu'on est tous là, que bon. Mais moi, pour ma part, je suis très déçu de ce type de réunion. Et surtout, je crains le piège. C'est la raison pour laquelle je pense que pour les suivantes, on va s'organiser différemment. Parce que une fois, ils nous ont fait venir, j'ai posé la question. Est-ce que tous les moyens de santé privés sont réquisitionnés? Le Premier ministre a pris un air un peu comme ça, amusé. Il a dit, mais évidemment, tout le monde fait un effort. 2 mois plus tard, un mois plus tard, on s'aperçoit que ce sont les fédérations d'organismes de santé privés qui disent mais on ne comprend pas pourquoi on ne nous réquisitionne pas. De la même manière, il prétend qu'il nous a demandé notre avis sur l'élection du premier tour des élections municipales, ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils répètent tout ça en cadence parce que pour ce qui est de la communication, alors ça, elle est bien planifiée. Les moyens de santé, c'est autre chose, mais la communication du gouvernement, elle est extrêmement bien planifiée. Et croyez bien que j'en suis assez amer parce que du coup, on a l'impression, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la bonne foi cesse quand on a l'impression d'être violé comme une naïveté. Moi j'ai cru quand ils nous ont dit le samedi à 19h, on organise les élections demain, on ne change rien, j'ai cru qu'ils avaient évalué sérieusement le risque. Et vous le regrettez? Eh bien maintenant j'ai des regrets, parce que si j'avais écouté ceux des miens, des gens comme Loïc Prudhomme, comme Éric Coquerel, qui m'avaient mis en garde, qui m'avaient dit « Écoute, il y a un problème, ça peut pas aller, ils peuvent pas nous confiner d'un côté, nous interdire tout et nous dire d'aller voter. » Et moi, je leur ai dit « Écoutez, pas de panique les gars, on est samedi la veille, je pense qu'ils ont évalué correctement les risques. » La preuve a été faite que non. Il y a même un conseil de scientifique qui avait donné son avis en disant « On peut le faire ». Peut-être bien. Il avait donné un avis, mais il y a un instant, vous m'avez vous-même fait remarquer que les avis sont parfois contradictoires et que le politique doit prendre une décision. Pour le deuxième Donc, tour, en chaîne, on croit. Moi, j'ai pris le parti maintenant de plus les croire. Et pour le quoi qu'il me dise, je ne les croirai plus. Croire qui, le comité scientifique ou le gouvernement? Pardon. Le gouvernement, parce que c'est lui qui porte la responsabilité. Le comité scientifique, je ne peux pas l'interpeller à l'Assemblée, je ne peux pas m'adresser à lui. Vous avez plus confiance dans nos dirigeants? Je ne les crois plus quand ils disent que leur décision est fondée, parce qu'elle n'était pas fondée sur les masques, elle n'était pas fondée sur les tests, elle n'était pas fondée sur l'organisation des premiers tours des municipales. Alors pour autant, ça ne m'amènera pas à être systématique. Je ne vais pas dire non chaque fois qu'ils disent quelque chose. Mais je vais rester sur ma ligne qui est de dire, moi, qu'est-ce que je propose au nom des Insoumis et comment nous allons entrer dans la suite. Mais parce vous qu'il y aura une pensez suite à qu'ils tout ça. vous mentent ou vous pensez qu'ils n'ont pas les bonnes informations? Non, je ne pense pas qu'ils mentent, ni qu'ils n'aient pas les bonnes informations. Vous savez, nous sommes dans un moment d'extrême tension. Chacun va au bout de lui-même. Il suffit d'ailleurs de voir qu'ils sont eux-mêmes entrés dans une limite physique, d'épuisement qui doit être psychologique autant que physique. Donc on doit le comprendre, ces choses-là. Ça joue un très grand rôle dans l'histoire. Donc moi, je ne les accable pas. Je dis seulement qu'ils partent de principes qui sont erronés. Ils croient que le marché va régler le problème de la santé. Ils le croient depuis le début. Ils ont organisé le système de santé en pensant que le marché le rendrait rentable et moins dépensier. Ils ont pensé que le marché réglerait le problème de l'émergence de cette épidémie. Et ils continuent à penser que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes sans se rendre compte que les premiers tenants du marché, c'est-à-dire les entrepreneurs privés, eux-mêmes se mettent à travailler en consortium et à planifier leur propre action. Donc le dernier en retard de l'idéologie moyenâgeuse du libéralisme, c'est le gouvernement. Et vous feriez le même constat sur la fermeture des frontières qui n'a pas été faite? Eh bien, rétrospectivement, il faut bien l'admettre. Mais là non plus, je leur en fais pas le procès, parce que l'argument tenait la route de dire « Ah bah de toute façon, ça va pas changer grand-chose ». Mais il apparaît que fermer les frontières est une garantie supplémentaire qu'on se donne. Moi, je ne voulais pas être accusé à ce moment-là. Nous étions déjà partis, nous, beaucoup sur la planification et la réquisition. Et vous savez comment vont les modes, hein. Si vous ajoutez les mots, vous finissez par passer pour ce que vous n'êtes pas si votre adversaire l'a décidé. Alors si on avait mis bout à bout la fermeture des frontières, la planification, la réquisition et le reste, on aurait commencé à dire « Mais monsieur Mélenchon, alors vous êtes un odieux nationaliste qui prônait le repli sur soi, etc. » et toutes ces sottises. Vous pensez qu'on aurait dû le faire, rétrospectivement? Eh bien, écoutez, apparemment, c'est une des mesures, mais honnêtement, c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est le test, parce que, quelle que soit la façon avec laquelle vous vous présentez, à la fin, vous êtes tous un être humain. Et moi, il y a longtemps que je dis que les virus n'ont pas de passeport. À vous entendre, vous dites que le gouvernement ne gère pas ça de manière totalement démocratique, c'est-à-dire qu'il ne vous entend pas. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'un gouvernement d'union nationale avec
des Insoumis qui y figuraient. Est-ce que c'est Non, une parce que possibilité ou pas on ne pour vous s'entendrait pas. On ajouterait à la confusion. Moi, je suis un collectiviste. J'espère que vous entendez le mot dans son sens moderne. Je crois aux solutions collectives, je crois à l'action collective, je crois à la patrie, à toutes ces choses. Pour moi, c'est ça le nom de l'intérêt général. Je crois à tout ça. Eux ont une attitude qui est différente. Vous avez entendu le président de la République comme moi. C'est-à-dire, les principes sont pas les mêmes, donc on s'engueulerait, on pourrait pas prendre bonne décision. Le président, à un moment donné, il est dans l'usine de masques et il dit, vous savez, il y a une tension sur le marché international du masque. Sa naïveté me désarmait. Comment cet homme a-t-il pu croire que devant une pandémie, il y aurait autre chose qu'une tension sur les moyens de production? Donc son rôle de chef d'État, c'est de réquisitionner et de mettre au boulot toutes les usines de textiles pour produire des masques. Et puis d'aider les gens peut-être à en fabriquer eux-mêmes. Pardon, je vais juste un mot là-dessus. Il faut croire à l'intelligence collective. Je me rappelle dans le débat, le ministre prenait des grands airs pour me dire oui, monsieur Mélenchon, vous dites qu'il ne faut faire fonctionner que les activités essentielles, mais nous, on ne sait pas ce qu'est une activité essentielle, parce que si vous avez besoin d'une usine, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin de câbles, si vous avez besoin de câbles, vous avez besoin de plastique, blablabla, blablabla. Et je lui dis, mais monsieur, je vous donne raison, il est absolument impossible de planifier depuis un bureau à Paris. Demandez-vous ce dont vous avez besoin. Et une fois que vous demandez ce dont vous avez besoin, vous vous tournez vers la branche industrielle qui le produit et vous demandez aux salariés, parce qu'ils savent qui est-ce qui les approvisionne, comment on peut produire dans les meilleures conditions sanitaires. Même la ministre du Travail a dit qu'on devrait produire différemment. Donc vous voyez tout ce que je dis, et c'est très concret. Alors évidemment, c'est un peu moins drôle que pour sortir une engueulade ou une empoignade générale, mais ça sera comme ça maintenant. S'il n'y a pas de gouvernement d'union nationale, est-ce que vous faites confiance à ce gouvernement aujourd'hui pour sortir la France de la crise sanitaire? Non, je veux pas ajouter à leur désarroi ça ne sera pas notre attitude. L'union sacrée, j'ai entendu des grands mots, la guerre, l'union sacrée, enfin, tout ça est intéressant si ça veut dire une mobilisation générale, mais encore une fois, le système des piqûres de ciment, c'est pas bon. Il faut faire appel à l'intelligence des gens parce qu'elle est disponible. Expliquons bien les choses. Et alors tout le monde comprend. Le niveau de conscience s'élève. L'union sacrée, ça veut dire taisez-vous. D'ailleurs, vous avez vu, le président a commencé tout de suite à nous menacer. À dire oui, on rendra tous des comptes, y compris ceux qui critiquaient au moment où... Alors qu'est-ce qu'il compte faire? M'envoyer au tribunal, moi, le président du groupe les Républicains, tous les groupes de l'Assemblée? Il dit on rendra des comptes, mais plus tard. Oui, mais en attendant, c'est tout de suite qu'ils prennent les décisions. Donc c'est bien tout de suite qu'il faut en parler. Ou alors nous décidons que ça ne sert à rien et que nous avons trouvé, nous les Français, le génie du monde qui est capable de nous tirer d'affaire, alors que dans tous les autres pays, on réfléchit, on s'organise, on se coordonne. Sauf où, devinez où, le paradis du libéralisme, les États-Unis d'Amérique, où les gens vont mourir par millions et où l'économie va s'effondrer. Justement, puisqu'on parle, vous avez parlé d'industrie, une industrie essentielle qui devait démarrer. Quand vous voyez Michelin et PSA qui envisagent de redémarrer leurs entreprises, certaines ont déjà redémarré, certaines de leurs usines, est-ce que vous trouvez que c'est précoce, que c'est je m'étonne. Quelle est la justification de produire des automobiles et des avions aujourd'hui? Dites-moi, il y a des tas de gens qui se précipitent pour acheter des automobiles et des avions. Même les personnes privées ne sont plus en état de faire quelques demandes que ce soit. Personne n'a de projet d'avenir au point de s'engager dans des dettes de ce type. Non, je pense que leur intention est la suivante. Ils veulent être les premiers à être présents sur le marché dès qu'il va se réouvrir. Donc leur obsession, c'est que le monde d'après, ça sera comme le monde d'avant et qu'ils espèrent être les plus efficaces, c'est-à-dire les plus violents. On aura toujours besoin de pneus ou de voitures, en l'occurrence. On aura toujours besoin de pneus ou de voitures. Oui, par exemple, pour les camions. Mais c'est peut-être le moment de se demander si on ne peut pas un peu changer le modèle de production, et en particulier, puisque vous y venez, parlons-en. Beaucoup de gens maintenant dissertent sur la nécessité du monde d'après. C'est très bien. Pour ma part, j'ai une idée assez précise du monde d'après. Elle s'appelle l'Avenir en commun. C'est le programme que j'ai présenté aux élections présidentielles. Et je vous annonce que la semaine prochaine, nous allons le remettre en débat pour le compléter, l'affiner, nous-mêmes ayant fait beaucoup de travaux depuis. Mais le sujet, c'est que le monde d'après commence maintenant. Est-ce que vous vous en rendez compte? 65 millions de Français confinés, surveillés par la police dans les rues, un système médiatique où par la force des choses, on donne surtout la parole à des experts scientifiques et pour le reste aux gouvernementaux. Ceci en ce moment est une heureuse exception, mais je veux le souligner. Parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a eu un changement extrêmement décisif dans l'atmosphère générale de la vie du pays. Plus le fait qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale. Alors Richard Ferrand, le président, avec qui je m'entretiens beaucoup, a dit oui, on va maintenir tout ça, on fait ce qu'on peut et tout. C'est bien, enfin, il y a une forme de propagande, vous nous dites, du gouvernement. C'est ça que vous sentez c'est normal. Ils croient, j'espère qu'ils croient à ce qu'ils font. Bon, évidemment, il leur arrive de temps à autre des couacs de première grandeur, comme Madame Buzyn qui dit elle-même, mais tout ça on le savait, on n'a rien fait, j'ai
alerté, il s'est rien passé. Bon. Ensuite, eux-mêmes, ils ont des priorités. Vous avez entendu parler tout de suite des prêts qu'on ferait aux entreprises, soit dit par parenthèse, ils sont pas si faciles que ça, ces prêts pour les très petites entreprises, mais vous avez entendu par exemple que les loyers des très petites entreprises seraient suspendus, et les individus en particulier. Vous, moi, on n'a pas ce problème, là, nous, les quatre autour de cette table. Mais pour le commun du mortel, c'est 30% des dépenses de la famille. Donc vous demandez le loyer. la suspension des loyers. Moi, je demande qu'on suspende les loyers et que, évidemment, il y a une déclarative qui soit faite de cette affaire. À la fin, soit on rattrapera par une dette échelonnée comme la loi le permet sur 3 ans, soit c'est l'État qui prendra en charge. Adrien Gindre a une question là-dessus. Si on suspend les loyers, que je comprenne bien votre idée, il y a des propriétaires qui ont besoin du loyer que leur apporte un locataire, y compris pour vivre. Il peut y avoir des personnes âgées qui ont eu un logement, etc. Comment est-ce que on comble ce revenu? Ce n'est pas une difficulté. Comment on fait? Parce que il y a des garanties qui existent d'ores et déjà. Il y a un système assurantiel. Pour ma part, je propose pour l'avenir qu'il y ait une mise au pot commun. J'ai déposé une proposition de loi dans ce sens à l'Assemblée nationale il y a déjà quelque temps, donc j'entends parfaitement qu'il y a, mais c'est l'exception, vous le savez comme moi, mais il y a un certain nombre de personnes pour qui c'est un revenu indispensable pour leur propre vie. Et bien cela aussi, ils le déclarent, et à ce moment-là, c'est une garantie collective qui fonctionne. L'État peut prendre en charge. Et peut-être que nous allons dire maintenant sur les questions de financement et de financement de l'économie. Parce que c'est une question clé. Si on attend que ça se passe, en se disant, il y a des entreprises qui mourront, d'autres qui vivront, que ceux qui courent le plus vite pour aller au guichet d'emprunt gagnent la partie. Pardon, eh bien, on ira à un désastre. Un instant sur cette histoire de loyer. Vous dites, il faut suspendre le paiement des loyers, mais sans condition. Parce qu'il y a des gens qui continuent à être rémunérés, par exemple les fonctionnaires, Bien sûr. même s'ils sont confinés chez eux. Bien sûr. Eux, ils doivent continuer à payer leur loyer, non? Oui, et tous les gens qui ont des revenus. Mais bien sûr, alors il faudra trouver le moyen que la déclaration puisse bénéficier d'un minimum de vérification. Mes chers amis, je voudrais vous faire remarquer que vous avez 800 000 précaires dans ce pays. Vous avez 900 000 auto-entrepreneurs. Vous avez des millions de gens qui sont au RSA et qui complétaient par des boulots occasionnels. Ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes pour qui la charge locative devient un poids qui est tout simplement insupportable parce qu'ils ne peuvent pas payer. Donc préoccupons-nous d'abord de ceux qui sont le plus dans la difficulté, d'accord? Et quand nous réglerons ça, nous réglerons le reste en même temps. Vous savez, ça s'appelle le principe de John Rawls. Hein? C'est un grand sociologue, c'est derrière le voile de l'injustice. Supposez que ce soit vous qui soyez précaire, vous personnellement, et vous ayez à choisir entre deux solutions pour tout le monde. Je suis sûr que vous choisirez la solution qui va permettre aux précaires de vivre. Et vous n'auriez pas tort, parce que si la capacité de consommation populaire se maintient telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien oui, c'est 50% des moteurs de la croissance, faut savoir de quoi on parle. Si on laisse les gens, à titre individuel, s'effondrer dans la misère et le chômage, le résultat est garanti d'avance. C'est la catastrophe pour tout le monde. C'est pas la catastrophe si on dit aux gens, vous n'êtes plus obligé de payer votre loyer à la fin du mois. Non, parce qu'on organise très bien la manière de rattraper ça, et ça ne représentera pas des sommes folles, croyez-moi. Non, mais tout dépend après comment on finance à la fin. C'est là qu'on pourrait maintenant parler de financement, et notamment des engagements de l'État. Mais est-ce que vous voulez un plan de relance massif, vous? Et de combien sera-t-il, selon vos calculs? Moi, je ne... Notamment, par exemple, peut-être aussi en obligeant une augmentation du SMIC. Est-ce que ça fait partie des projets que vous portez? On y reviendra après, avant la pause. Oui. Mais je m'interrogerai sur le mode de croissance qu'on veut trouver à la sortie. Parce que si c'est pour recommencer les bêtises d'avant, franchement, ça montrerait qu'on n'aurait rien appris. Donc, là, puisque nous sommes dans cette période un peu intermédiaire, demandons-nous de quel côté doivent être faits les plus gros efforts pour le moment où l'économie redémarrera à son rythme. Alors je vous interromps et on fait la pause et on revient, on en parle. On parle aussi de la chloroquine. À tout de suite dans le grand jury de Jean-Luc Mélenchon. Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On va revenir sur vos propositions en matière économique, mais un mot tout d'abord sur la chloroquine. Adrien Gindre vous la pose. On évoquait tout à l'heure, Monsieur Mélenchon, la place des scientifiques, la place du politique dans le débat. Sur la question de la chloroquine, il y a un professeur qui a fait parler de lui ces derniers jours, le professeur Raoult à Marseille. Vous avez eu l'occasion d'ailleurs d'échanger avec lui. Est-ce que vous vous êtes fait, vous, une opinion sur ce sujet? Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement puisse plus largement
faire confiance aux médecins. Le professeur Raoult dit chez nos confrères du Figaro Magazine que c'est l'intime conviction des médecins qui compte. Moi, je n'ai pas la compétence scientifique et j'en veux beaucoup à ceux qui ont des avis déterminés sans ces connaissances. J'ai appelé ce professeur pour avoir, d'abord parce qu'il est de Marseille, donc ça me concerne, je suis député à Marseille. Alors, j'ai eu le sentiment, ça compte ces choses-là, d'un contact courtois, agréable et rationnel avec un homme qui, contrairement à ce à quoi je m'attendais peut-être, ne critiquait personne, n'en voulait à personne et mettait sur la table une solution. Et il a eu des arguments qui, je dois l'admettre, sont assez troublants. Il me dit chacun des 2 médicaments que je propose, l'un est un antibiotique et l'autre un produit antipaludique, il est connu comme ça, a déjà été appliqué à plus d'1 milliard de personnes chacun. Et puis vous avez sans cesse des témoignages des gens. Mais qui suis-je moi? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas toubib, pour dire il n'y a aucune conséquence. Alors, cependant, j'observe qu'il a fait des recommandations et que les tests qui sont faits sur sa solution n'y correspondent pas. Lui, il dit qu'il faut prendre ça au début parce que c'est ça qui stoppe la prolifération du virus, et le gouvernement a dit on n'en donnera qu'à ceux qui sont dans une situation très grave et ainsi de suite. D'ailleurs, le contraire de ce que ce professeur propose. Voilà, je ne peux pas aller plus loin, sinon de dire que il me semble que depuis un mois que ça dure, on devrait quand même être capable d'avoir un avis plus tranché et plus déterminé. En tout cas, bloquer la consommation de ce produit, alors même qu'il est de prescription médicale. Je trouve ça peut-être exagéré, ou ne l'attribuer que dans des conditions extrêmes. Voilà. Mais je ne veux pas donner l'impression que je me substitue au savoir des médecins et des scientifiques. Oui, mais après les déclarations du professeur Raoult, certains médecins qui témoignent aujourd'hui disent qu'ils se retrouvent sous la pression de patients, de familles qui les somment d'administrer la chloroquine. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué à ce moment-là d'avoir des alors vous comme ça pourriez lui proposer de se couper la langue ou bien de se jeter par la fenêtre, et comme ça le problème serait réglé. Cet homme a dit ce qu'il avait à dire en respect du serment d'Hippocrate qu'il a fait, et dans ce serment il est dit qu'un médecin doit aider avec tout ce dont il dispose de savoir toutes les personnes qu'il soigne, quelles qu'elles soient. Donc cet homme a appliqué sa règle, et ma foi, je ne crois pas qu'on puisse lui en vouloir. Et vous en prendriez si jamais vous deviez malheureusement contracter cette maladie? Bien sûr, parce que je suis un être humain comme tout le monde, et que je ferai tout pour vaincre la mort. Et si je me sentais malade, que je ne suis pas, ou si on me disait que je le suis, en début je dirais ah bah oui, donnez-moi, après tout, ça peut pas me faire plus de mal que ne m'en fera la maladie elle-même. Peut-être me dirais-je ça. Je veux parler simplement comme quelqu'un d'ordinaire, parce que c'est très facile de se donner les beaux rôles de loin. Et de prendre des avis tempétueux quand il ne s'agit pas de la vie des siens ou de soi-même. Alors, dans cette affaire, j'observe comme tout le monde qu'il y a un homme qui dit voilà ce que moi, je pense utile de faire. On répond maintenant non au médecin, vous n'avez pas le droit de prescrire ça. Vous n'avez le droit que si c'est un cas extrême. Peut-être que tout ça est mal emmanché. Avant de parler du tracking, juste quand même, je digresse un peu, je reviens au municipal, parce que certains des vôtres ont été assesseurs et sont tombés malades et l'ont dit et ont regretté l'organisation. Vous concernant, que pensez-vous du report de ces municipales? Faut-il le faire en octobre, ou tout ça peut être décalé au mois de mars l'année prochaine avec les régionales? Quel est votre avis? Entre octobre et le mois de mars, je ne suis pas capable de voir si loin. Ce dont je suis à peu près certain, c'est qu'au mois de juin, nous n'en aurons pas fini avec soit l'épidémie dans sa phase aiguë, soit la réplique. Car vous savez, il y a toujours 2 vagues dans une épidémie. Moi, j'ai appris ça comme vous, en lisant. Je n'avais jamais observé ça d'aussi près. Il y a toujours 2 vagues. Donc, il est à peu près certain que dans le mois de juin, on sera encore dans des situations de précaution sanitaire extrême à prendre. Alors, je ne vois pas comment des élections... En tout cas, moi, je ne prendrais plus le risque de dire puisque c'est organisé, il faut y aller. Parce que la dernière fois, trop de gens se sont trouvés contaminés, et j'en ai un amer regret, parce que je crois que si on avait pu éviter ça, ça aurait été une bonne chose. Enfin, il y a quand même je vois plusieurs élus, des assesseurs qui ont été contaminés à cette occasion. Donc, je crois que, à l'évidence, l'élection sera reportée en octobre, et j'attends de voir quel est le dirigeant politique qui va dire mais non, on fait quand même ça en juin. Alors c'est très désolant, parce que du coup on va être dans une situation absolument inouïe. Les uns sont élus par les autres. Certains maires disent on a été élus, mais on n'est pas content parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait voter, donc faut recommencer. Je crois que tout le système politique et institutionnel est rudement mis à l'épreuve. D'ailleurs, vous le savez,
avec la crise épidémique sanitaire, arrive la crise économique, derrière viendra en même temps la crise sociale et la crise politique. Tout ça est devant nous. C'est-à-dire la crise politique, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, la crise politique. Enfin, vous êtes conscient comme moi qu'un grand peuple comme celui-ci ne va pas avoir traversé un épisode pareil avec autant d'incohérence au sommet de l'État, et qu'à la fin, ça se termine par des applaudissements généralisés comme le souhaiterait le pouvoir. Et je dirais, c'est normal. Mais vous pensez à quoi? Ça peut se terminer comment dans ce cas-là, si c'est je ne sais pas, mais je crois qu'en tout cas, les occasions qu'auront les gens, s'ils y vont voter, parce que vous savez que la crise, déjà, et c'est d'abord ça, c'est que les gens ne vont plus voter parce qu'ils pensent que tout ça est une comédie, ne sert à rien, ce qui est d'ailleurs désastreux pour nous les premiers, parce que dans les milieux populaires... à exprimer cette opinion des Français ou leur mécontentement éventuel. Que voulez-vous? Comment vont-ils le faire? Ils vont d'abord le faire sur un plan social. Regardez, les personnels soignants, ils disent sur tous les tons, nous arrivons tout nus, entre guillemets, face à l'épidémie. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tout le monde les remercie, les applaudit, les acclame. Le gouvernement se tape le cœur. Mais c'est pas de ça qu'ils veulent, c'est des masques et des surblouses. Donc, un bon dirigeant devrait dire, voilà, nous allons produire tant de millions de surblouses, tant de millions de masques, ils arrivent tel jour, vous les aurez. Vous les avez pas, comment ça se fait? Qui est-ce qui les a pas livrés? Voilà comment on devrait se comporter. Donc, ces gens-là, vous avez vu, il y a déjà eu deux grèves instantanées qui n'ont pas duré, parce que ce sont des gens qui sont déchirés entre leur propre survie, évidemment celle de leur famille, et celle de leurs patients. Vous en avez une dans le Nord, vous en avez une dans l'Est. Vous en aurez d'autres. De la même manière que, puisque personne ne veut écouter ce qu'ils disent, les salariés des entreprises qui sont conduits à faire des productions dont l'utilité ne leur saute pas aux yeux, comme produire des voitures, eux aussi vont devoir prendre des initiatives. Il faut que vous compreniez un phénomène, messieurs, qui est lié à l'histoire et à la sociologie. Les grandes commotions politiques et populaires ne viennent jamais de questions purement idéologiques. Mais vous en appelez un mouvement social, c'est ça? Je n'appelle à rien du tout, monsieur, et n'essayez pas de me faire dire plus que ce que je veux dire. Je dis aux gens qu'ils sont en droit d'essayer d'assurer leur survie, et que la responsabilité numéro 1 d'un système politique, quel qu'il soit, c'est de garantir la survie du peuple et son existence matérielle. Et c'est parce que leur existence matérielle et les conditions de leur survie ne seront plus garanties qu'ils se mettront en mouvement. Toutes les grandes commotions, vous voyez, je ne dis pas révolution, parce que sinon, certains pourraient m'en faire grief, sont toutes venues de questions concrètes quand un système social ou politique était incapable de répondre à une exigence que les gens considéraient comme élémentaire. Est-ce que vous êtes certain que les gens pensent que vous feriez mieux? On le voit dans les sondages, il y a un paradoxe. Les Français, il y a une popularité de l'exécutif et en même temps, la confiance baisse. Mais ils n'ont visiblement pas non plus confiance dans les oppositions pour gérer cette... Oui, bien sûr. Il faut dire déjà que le mal qu'on a à pouvoir... Si vous voulez, quand peut-on présenter les idées comme réquisition, nationalisation? Là, je suis en train de le faire. Mais ce sont des petites fenêtres. Les gens n'entendent pas qu'il y a d'autres solutions possibles. Vous me demandez, est-ce que vous feriez mieux? Bon, je sais que je ferais totalement différemment et que les méthodes que je propose ont fait leur preuve dans l'histoire. La France en est toujours sortie comme ça. Ça ne s'est jamais sorti par les vertus du marché, je ne sais pas quoi. Le collectivisme, le bilan est mitigé quand même, économiquement. Quand est-ce que vous avez vu du collectivisme en France? J'en ai vu, on en a vu dans l'Est de l'Europe pendant un demi-siècle. Ah oui, mais on n'est pas dans l'Est de l'Europe, on est en France. Et par exemple, la planification, c'est pas Staline qui l'a inventée en France, c'est De Gaulle. Et il y avait un comité pour le plan. Et d'ailleurs, je vous rends... Pardon? Elle était indicative. Oui, mais je vous signale qu'un de vos amis, pas de vos amis, disons, un des personnages politiques, le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, monsieur Christophe Lagarde, a proposé qu'on crée un ministère de la planification. Et maintenant, j'ai entendu quelqu'un qui est sur la liste de Place Publique, madame Laluc, qui jusqu'à présent trouvait, dans le passé, peut-être pas elle, mais les autres, que le plan, c'était le Gosplan et tout ça. Elle dit, il y a une solution, le plan. Mais, mais toutes les entreprises du monde, alors elles appellent ça, c'est plus joli, de la gestion prévisionnelle. Mais si vous voulez gestion prévisionnelle, je vous parle de gestion prévisionnelle. Moi, je dis le plan pour que tout le monde comprenne et entende que ce qui va de soi. C'est-à-dire que quand on a une production, il faut prévoir les productions en amont, il faut prévoir les sorties en aval. Bon, des choses élémentaires que tout le monde fait dans sa vie. Puisqu'on est sur c'est ça le plan. C'est si vous comptez pour faire le repas du midi sur la libre initiative de tous les membres de la famille, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Il n'y a pas grand monde qui mangera. Maintenant, si vous organisez ça se passera mieux. Puisqu'on est sur ce que vont accepter ou pas les Français de votre point de vue, tout à l'heure, on avait des réflexions sur la sortie du confinement. Le gouvernement, cette semaine, a évoqué, c'est le Premier ministre qui l'a fait, un engagement volontaire de Français pour être traqués à l'issue
du confinement et pour pouvoir suivre ainsi l'évolution du virus, les contacts que les Français auraient les uns avec les autres. Géolocalisé sur le téléphone, ouais. Alors, est-ce qu'un suivi volontaire voyons. Non, pardon, mais là je laisse parler mon naturel. Je suis toujours méfiant à l'égard des soi-disant mesures technologiques miracles qui vont nous tirer d'affaire. Parce que pour ce qui est d'être surveillé, dans ce pays, ça va, quoi. Depuis Valls, on a installé des antennes qui écoutent tout le monde dans un quartier, tout le monde est contrôlé 10 fois par jour, nous voilà avec un papier chaque fois que... Bon, on respecte tout ça. Alors maintenant, on est attraqué... La Chine communiste avait plutôt bien géré la crise, et ça a été le degré de surveillance maximal. Je ne sais pas, je n'y étais pas, et je ne propose pas de faire de la France un pays communiste au sens chinois du terme. Par conséquent, je ne me sens pas, je ne sais bien que les conditions ne sont pas les mêmes. Vous seriez très surpris si vous étudiez la Chine pour ce qu'elle est, et pas pour les lubies idéologiques du moment, que c'est depuis toujours, je veux dire depuis plusieurs, on va dire millénaires. Vous savez, c'est eux qui ont inventé le concours du mandarin. L'ENA, ça existe en Chine depuis moins 2000 avant notre ère. Donc, ils ont toujours eu un système d'organisation de la population, toujours, qui a été extrêmement quadrillé. C'est pas notre cas, on vit différemment. Nous sommes à 65 millions, même pas la population de la province de Shanghai. Donc, pas de géolocalisation. Vous êtes contre? Je sais comment ça finira. C'est pas que... Si c'était croix de bois, croix de fer... si je mange, je vais en enfer. On vous promet que dès qu'on décrétera la fin de la crise, on arrête tout ça, mais c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, ils ont déjà commencé à surveiller, à contrôler. Qu'est-ce que ça vous apporte de savoir que 17% de la population de Paris a quitté Paris, la région parisienne, pour aller dans des résidences secondaires? De l'indignation, peut-être. Mais honnêtement, à quoi ça sert? Ça prépare les esprits. Ah ben oui, on le sait. Qu'est-ce que ça change? Rien. Ça va nous permettre de lutter contre le coronavirus. Vous allez contourner comme ça la question essentielle. Écoutez-moi. Le problème, c'est pas de savoir qui est contaminé pour la suite, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire, une fois que vous avez repéré que quelqu'un est contaminé, comment vous l'isolez par rapport aux autres? Mais donc, c'est le problème de la planification de l'hébergement et du test. Ça sert à ça, la géolocalisation. L'idée, c'est de pouvoir savoir qui est-ce qu'une personne qui se découvre contaminée a pu contaminer par les contacts qu'elle a eu avec elle. Avec les contacts téléphoniques, oui, c'est pas mal ça comme idée. Donc, est-ce que j'ai contaminé quelqu'un par contact téléphonique? Avec ça la vous géolocalisation. Non, à proximité. Ah tiens, on a déjà franchi une étape. Donc, le contrôle téléphonique permettra de savoir à côté de qui vous vous trouviez. C'est bien ce que vous êtes en train de me dire, mais ça ne tient pas de vous. Les bornes ne sont pas à des distances qui vous permettent d'évaluer si vous êtes passé à 1 mètre de quelqu'un de contaminé ou pas. Écoutez-moi, c'est de la folie, il y a plus urgent à faire que ça. C'est une fausse solution. Alors, bien sûr, si vous voulez à tout prix le faire, eh bien, faisons-le. Et vous me montrerez les gens que vous avez sauvés comme ça. Tandis que ce que je vous raconte, moi, c'est plus simple. D'accord, c'est plus ras du bonnet, mais au moins, ça fonctionne. Testez. Isoler ceux qui sont malades en leur mettant des conditions d'hébergement, ça c'est déjà fait dans certaines communes, qui soient décentes, et ainsi de suite. Commencez à vous occuper de la catastrophe des EHPAD. Alors justement, avant de aller qu'est-ce qu'on peut faire pour les EHPAD, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous avez réfléchi? Comment on fait alors que des gens sont confinés à côté d'autres malades? Eh bien oui, alors là c'est le bon moment pour se poser la question, parce que il y a 2 ans qu'il y a un rapport qui a été fait par une députée insoumise, Caroline Fiat. Vous avez encore eu d'ailleurs Caroline Fiat qui est elle-même qui a repris sa place au front, qui est infirmière. Oui, on a un peu l'angoisse parce qu'elle est comme les autres, et elle cherche pas du tout à faire de la pub autour de ça, mais je crois qu'il y en a pas mal qui essayent, tout le monde essaye de se rendre utile, comme tous les partis, oui. Sans doute. Mais enfin, voilà, comme c'est elle que je connais, c'est elle que je cite aujourd'hui parce qu'elle est notre fierté. Et notamment Mougin. Voilà. Mais alors, elle a fait un rapport sur les EHPAD. Donc, on ne découvre pas. Les EHPAD, ça a été une manière de rentabiliser le grand âge. Et donc, il y a tout un système privé qui s'est construit avec les normes qui sont celles du privé, c'est-à-dire en temps normal, quand tout va bien, le moins de monde possible, et les plus grandes cadences possibles. Et pour la partie publique, alors là, c'est encore pire parce que ça rentrait dans les plans d'économie. Donc, il est clair que, n'oubliez pas, faites pas des promesses d'ivrogne. N'oubliez pas que vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'il faut créer plus de postes parce que demain, il va falloir le faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, déjà, on pourrait le recrutement. Après, écoutez, moi, j'ai vu ce qu'on dit des maires. J'ai regardé ça, j'ai écouté, j'ai appelé des copains pour savoir comment eux voyaient la solution concrète au problème. Il faut tester tout le monde. Ceux qui sont malades, les confiner ailleurs et dans d'autres conditions. Et ceux qui ne sont pas malades, leur permettre de mener une vie digne. Parce que, à tous ceux qui m'écoutent, ils le savent comme moi, nos aînés qui sont là, qui sont isolés, vivent cet isolement comme une énorme souffrance. Et leurs enfants aussi. Et la mort tout seul, c'est quelque chose d'abominable, qui est anti-humain. Parce que quand on va très mal, quand on est mourant,
alors il faut qu'on puisse tenir la main amie et entendre la parole de réconfort, la caresse verbale ou la musique ou une chanson. Pas mourir seul comme un objet. Alors, j'adjure, je suis sûr que tout le monde y réfléchit. Voilà des mesures de planification simples. Combien il y a de gens? Combien on a de tests? Comment on peut vérifier? Est-ce qu'on donne des masques, oui ou non? Assez de blabla. Maintenant, des mesures qu'on prend par réquisition. Et je suis sûr que les gens seront enchantés. Regardez les gars de PSA, ils disent, nous, des bagnoles, on ne veut pas en produire, mais des respirateurs, on veut bien. Eh bien, allons-y, produisons des respirateurs. Et je vous le dis, les gens, pas seulement pour vous, pour le monde entier. Parce que moi, j'ai envie de voir arriver des avions bleu, blanc, rouge sur des tarmacs qui amènent des masques et qui amènent des respirateurs. Parce que dans notre pays, on aura fait ce qu'il faut, évidemment, d'abord nous-mêmes. Je ne vais pas dire le contraire. Jean-Luc Mélenchon. Mais la France a la capacité de le faire. Et dans le monde francophone, c'est le moment ou jamais de montrer que Jean-Luc Mélenchon, juste avant la question en plus, vous parlez de Michelin et de ces entreprises. Le dirigeant de Michelin, le patron de Michelin, a décidé de baisser son salaire de 25%. Est-ce que vous dites, vous saluez cet exemple-là? Est-ce que vous appelez les autres à le faire? Non, ça ne sert strictement à rien. À quoi bon? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dire qu'ils gagnent trop? Ça, on le savait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir où on va trouver l'argent pour financer ce qu'on a à faire. Alors, il y a deux sources. La première, c'est que ceux qui ont le plus donnent le plus. Moi, j'ai proposé 14 tranches d'impôts à la place de 5. Maintenant, je vois que des gens qui ne sont pas de mon bord disent pareil. Disent, ah bah oui, il faudrait étaler là. Bon, voilà. Donc, ce patron de Michelin et quelques autres, s'il a trop d'argent au point de baisser son salaire, ou bien on le baisse pour de bon, ou on lui augmente ses impôts, ou on lui fait un emprunt forcé. Mais nous ne sommes pas en train de demander l'aumône. Nous ne sommes pas en train de demander que les gens fassent des gestes. Alors, celui-ci va offrir une chanson, mais il ne paye pas ses impôts en France. Mais vous demandez une augmentation des impôts en revanche. Pardon ? Vous demandez une augmentation des impôts, si on vous comprend. Non, pas du tout. Je demande un système d'impôts qui soit plus juste, c'est-à-dire qui soit réparti sur 14 tranches. Maintenant, vous ne m'avez pas encore demandé comment je comptais financer. Le président de la République a trouvé une solution. Il appelle ça les eurobonds. Les eurobonds, oui. C'est un titre de dette. Alors, vous dites, monsieur, alors vous voulez acheter un eurobond? Oui, parce que j'ai des sous, alors j'achète votre eurobond. Et en échange, vous allez recevoir des dividendes. Donc, à la fin, il faut payer tout ça. Alors, les autres, les Allemands et les autres égoïstes de l'Union européenne, on dit, ah non, on ne veut pas entendre parler de ça, parce qu'on n'a pas envie d'être caution de vos eurobonds. C'est pas qu'ils vont les payer, personne ne paye. Ce sont les gens qui donnent l'argent, et c'est la garantie qui est donnée. Donc, les Allemands et les gens des Pays-Bas, qui sont injurieux et méprisants à l'égard de toute l'Europe du Sud, disent, nous, on ne veut pas partager. Eh bien, figurez-vous que je me suis renseigné auprès de libéraux allemands. Et j'ai découvert avec surprise qu'ils étaient plus proches de ma position que de celle de M. Macron. Moi, qu'est-ce que je dis? À quoi bon faire des eurobonds? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que la Banque Centrale Européenne achète les dettes des États, donc on change ses statuts, achète les dettes des États et les transforme en dettes perpétuelles à intérêt négatif. De la sorte, le titre de dette est garanti dans le bilan de la Banque centrale, sauf qu'il s'épuise petit à petit et il se vide sans casse pour personne. Les États, libérés de ce fardeau, pourraient à ce moment-là investir en machines et en personnel dans la santé et le reste. C'est ce qui se passe, Jean-Luc Mélenchon. La Banque centrale européenne s'est engagée à reprendre, même de façon indirecte, la dette des États Ah, mais voilà, c'est toute la différence. Mais non, vous n'y êtes pas. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Les banques privées ont des titres de dette sur les États. Et la Banque centrale n'a pas le droit d'aider les États. Donc, elle achète aux banques privées en se disant « Je vous donne de l'argent frais contre un titre pourri, parce que si vous me le vendez, c'est que vous pensez qu'il ne sera pas payé. » Et la banque privée dit « Ah ben oui, je prends votre argent. » Là-dessus arrive le règlement Bâle 3 qui les oblige à avoir des grosses réserves et passer de 3% de réserve à 9%. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'on leur donne? Ils le mettent dans la sphère financière pour reconstituer leurs réserves. Et vous n'en voyez pas une trace dans l'économie productive. C'est comme ça que la Banque centrale a dépensé, a donné aux banques privées 84 milliards d'euros par mois, à peu près l'équivalent de la production d'une année entière de la France. On n'en a jamais retrouvé la trace, où que ce soit dans la production. Ce que je raconte, c'est un choc qu'il faut donner. Un choc où la Banque centrale rachète tout ça et les États libérés se mettre à investir dans de l'équipement public et pour toutes les grandes transformations qu'il faudra opérer pour l'économie de demain. Mais on efface la dette, c'est ça? On efface la dette publique? Eh bien, on ne l'efface pas, puisqu'elle se transférait à la Banque Centrale Européenne. Oui, mais elle ne sera jamais remboursée, donc ça revient à peu près au même. Oui, mais elle n'est pas remboursée. Vous savez, monsieur, je vais vous dire, pour effacer les dettes ne sont jamais payées dans l'histoire à ce niveau-là. Il y a la guerre, l'inflation ou payer. Bon, aucune de ces trois positions n'étant, j'imagine, autour de cette table réclamée par quelqu'un, il reste la mienne. Ce qui est une forme d'évaluation de la dette en la mettant, comme c'est le cas aujourd'hui, à taux d'intérêt négatif à la Banque centrale. Vous croyez une solution européenne? Pour ça, il faut changer le statut de la Banque centrale européenne. Mais moi, je vais dire une chose au bout d'un moment. Il faut bien que certains comprennent que ça ne va pas être la fête tout le temps pour eux.
s'il n'y a aucun moyen de sortir les États de l'impasse, les États se mettront en banqueroute. Et à ce moment-là, ils perdront tous les débiteurs. Par conséquent, mieux vaut avoir affaire à des solutions comme les miennes, qui sont un petit peu, j'avoue, peuvent être considérées comme à la limite. Mais elles sont pacifiques, elles sont concrètes, et elles règlent nos problèmes. Alors, que des méthodes violentes. Jean-Luc Mélenchon, oui. On passe, parce que c'est aussi l'économie concrète, celle des petites entreprises, c'est la question en plus. Le grand jury, la question en plus. Bonjour Monsieur Mélenchon, Laurent Vronsky, je suis chef d'entreprise et secrétaire général de l'association Croissance Plus. À l'issue de la période de déconfinement, la reprise économique risque d'être beaucoup plus lente et beaucoup plus difficile que prévu. Aussi, j'aimerais savoir quelles sont les 3 mesures à destination des entreprises que vous préconisez pour accélérer la reprise. Voilà, vous me donnez un bien grand rôle. Je lirai avec attention vos revendications, et si elles correspondent au plan, évidemment, je les soutiendrai. Moi, ma solution, d'une manière générale, compte tenu de l'état d'anémie dans lequel se trouve la commande publique, alors que la commande publique a été le plus gros investisseur de ce pays pendant des décennies, que ce soit les collectivités locales ou l'État, c'est de redonner à l'État les moyens de passer cette commande publique. Et ensuite, lorsque cette commande publique est passée, qu'on donne la priorité. Il y a aux États-Unis une loi qui s'appelle le Small Act Small Enterprise, bon, qui permet de favoriser prioritairement les entreprises, et qui chez moi s'appellerait une loi de relocalisation. On donnera d'abord affaire à celui qui est le plus proche. Et souvent, c'est la très petite entreprise, à condition naturellement qu'elle ait les moyens de faire face, parce qu'une très petite entreprise ne peut pas prendre les chantiers des gros. J'ajoute ceci, monsieur. Moi, je combattrai le système de la sous-traitance sans fin. Je préfère vous le dire, franchement et maintenant. Parce que cette manie, compris les grandes entreprises, de décentraliser leur production sur les sous-traitants, qui aboutit à ce résultat qu'aujourd'hui, par exemple, dans le nucléaire et d'autres entreprises où il y a un grand risque, les gens sont si maltraités, si mal organisés, si mal protégés, que nous sommes en train de prendre des risques. Je n'aime pas être celui qui annonce les mauvaises nouvelles, mais je voudrais vous dire que le système de la sous-traitance sans fin a permis tous les abus, et notamment entre vous, les petits entrepreneurs, parce qu'ils ont créé une sorte de compétition permanente au moins 10 ans entre vous, alors que si vous étiez plus à l'aise avec des garanties de responsabilité finale aux donneurs d'ordre, eh bien vous travaillerez beaucoup plus tranquillement et beaucoup plus sûrement. Si dans le monde d'après, vous voulez remettre l'État au centre du dispositif. La France est déjà le pays où la dépense publique est la plus élevée de tous les pays développés. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que l'État dépense encore plus ou autrement? Est-ce que cet argent est mal utilisé aujourd'hui? Écoutez, non, l'État a été appauvri sciemment pendant 3 quinquennats au moins. On a renié. Le dernier en date, c'est celui-ci, puisque commençait à se passer de l'impôt sur la grande fortune. J'observe que ce thème a disparu, alors qu'on en est à dire faudrait baisser les payes des grands patrons. Faudrait peut-être augmenter l'impôt de ceux qui ont les moyens. Pourquoi n'a-t-on laissé d'impôt que sur l'immobilier, c'est-à-dire sur votre maison, donc demain, votre appartement? on réaugmente les impôts. Écoutez, la part de l'impôt qui a été supprimée, c'est celle qui était sur les actions, c'est-à-dire la partie la plus volatile et la plus spéculative du capital. Donc il faut rétablir l'impôt sur la grande fortune, parce que ça donnera 3 milliards. Le prétendu impôt crédit recherche qui profite pour l'essentiel à des entreprises qui font des recherches d'un genre qui ne nous intéresse pas, les entreprises financières et autres. Eh bien cet impôt, il faut le supprimer. Tout ça, ça représente plus de 10 milliards d'euros disponibles. Donc le vrai problème qui est posé, c'est pas la dépense de l'État, c'est la nature des recettes de l'État. C'est-à-dire, si l'on ponctionne toujours les mêmes et sur une tranche extrêmement étroite d'impôts, forcément, ça devient insupportable. Et alors, tout le monde proteste contre l'impôt. Mais l'impôt, c'est la mutualisation de l'effort. Par conséquent, oui, moi, je demande un impôt plus juste, mieux distribué, ceux qui ont le plus donnent le plus. Yannick Jadot réclame ce matin un Grenelle du monde d'après, avec tous les partis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous le rejoignez dans cette proposition? Mais je rejoins tout ce qu'on voudra, tous les colloques, c'est intéressant. Bon, mais Yannick Jadot, je trouve qu'il évolue bien en ce moment. Il se met à parler de nationalisation. Il comprend ce que veut dire la planification, notamment la planification écologique, après avoir dit le contraire. Ce sont de bonnes évolutions. Alors, mais maintenant, il faut qu'il comprenne la place particulière du partage de la richesse entre le capital et le travail. Donc, un dialogue sur la avec lui. Non, mais je vais aller à Grenelle, il y a tout ce qu'on veut. C'est pas le sujet. Avant question nette. Le ministre de l'Éducation a annoncé que le bac cette année, ainsi que le serait quasi exclusivement sur le contrôle continu. Est-ce que vous saluez ce choix? Non, pas du tout. Je suis extrêmement réticent. Je n'aime pas cette mesure. Le bac en contrôle continu,
ça veut dire qu'il aura une valeur différente suivant l'établissement, suivant les enseignants. Le bac, c'est un diplôme qui est le premier grade universitaire. Alors il fallait le faire repousser. C'est lui qui vous donne accès à l'administration si vous voulez passer les concours et qui vous donne des droits de cette nature. Alors, je ne peux pas organiser le une seconde, s'il vous plaît, mais laissez valoriser un argument, pas être pour, contre, noir, blanc. Il faut entendre les arguments. Ça fait trop longtemps qu'on ne parle pas. Non, mais alors, ne m'interrompez pas. Le diplôme bac a une grande importance. C'est comme un billet de monnaie. Vous avez intérêt à y croire. Si vous, monsieur, vous embauchez quelqu'un demain, qu'on vous amène un bachelier, que vous commencez par dire « Oh, il est de quelle année, celui-là ?» J'ai connu ça en 68. Moi, mon bac est de 69. Mais celui de 68, les gars disaient « C'est un bac 68 ? Bon, bah attendez, on va prendre d'abord celui qui a le bac 69 ou le bac 67. » Non mais vous voyez d'abord l'inconvénient. Réfléchissons, on arrive au terme d'émission, mais moi pas au terme de mon raisonnement. Eh ben alors dites-nous, comment on aurait fait? Alors, je dis qu'il faut... Alors le SNES, FSU, a dit c'est la moins mauvaise des solutions. Moi, je suis pour qu'il reste une épreuve qui soit commune et qui permette de valider. Alors cette épreuve commune, elle peut avoir lieu en face à face téléconférencé. C'est à peu près ce qui va se faire pour le bac de français, donc on pourrait les faire pour le reste. Les gens, faites attention, et les gamins, pensez-y. Si vous avez un diplôme avec lequel tout le monde vous rit au nez demain, vous ne serez pas bien avantagé, simplement parce que vous avez eu le contrôle continu. Et puis surtout, je soupçonne ce ministre de vous dire, comme les autres d'ailleurs, puisque ça a marché pendant cette période, on va le faire tout le reste du temps. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon.